Merci beaucoup Laurence. On est ravis d'être là parmi vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Le plan qu'on va suivre, on va parler un petit peu, on va contextualiser un petit peu notre recherche, on va définir nos concepts principaux, puis on va vous présenter la méthodologie de notre projet qui est issu du projet Antique. Sarah vous en dira un petit mot. Et on a identifié trois axes principaux, donc l'apprentissage permanent des gestionnaires de communauté, leur dépendance sur le plan personnel et organisationnel aux plateformes, et enfin leur tactique de déconnexion. Euh, donc nous, ce qu'on a vraiment observé dans la tendance, c'est que c'est un métier, les gestionnaires de communauté, qu'on appelle aussi les community managers, qui se professionnalisent de plus en plus. Professionnalisation, on va l'entendre sous la prescription des activités qui sont liées à une profession. Donc, nous, on l'a étudié en lien avec la double plateformisation. Qu'est-ce qu'on entend par double plateformisation ? Bien, la première, elle est assez évidente, sont que les gestionnaires de communauté, les community managers, utilisent donc les réseaux sociaux, donc les plateformes type Meta, Instagram, etc. La deuxième plateformisation, elle est un peu moins évidente, mais elle prend une part très active dans leur métier. En fait, ça va référer à l'utilisation des médias sociaux pour apprendre les usages de ce métier-là, suivre les évolutions des algorithmes donc pour éventuellement faire des meilleurs posts ou bien et pourquoi pas les contourner. Donc nous, ce phénomène, on l'a observé que il va se construire à travers une multiplication des outils en ligne nécessaires à la création de contenu et ça va prendre racine dans un contexte à l'origine déjà d'accélération sociale, donc évoqué par Arbut Rosa notamment, et aussi d'injonction à la visibilité, donc dénoncé dès les années 2010 par Aubert et Haroche. Donc avec le lien évidemment de nouvelles technologies de plus en plus qui en fait change notre rapport au temps et puis l'actualisation en continu, donc ça impacte énormément le métier de ces gestionnaires. Donc la double plateformisation, je l'ai évoqué. Puis nous, dans ce contexte-là, on s'est posé la question sur les évolutions algorithmiques avec cette plateformisation. Donc l'objectif de notre recherche, c'est de comprendre d'une façon critique les enjeux auxquels font face les gestionnaires de communautés du Québec, tels que l'hyperconnexion et la déconnexion, en lien avec ce phénomène de plateformisation, de double plateformisation. Il est important de mentionner qu'au Québec, il n'y a pas de droit à la déconnexion, c'est pas comme en France, bien qu'il y ait en ce moment des débats pour le faire adopter, il y a une loi similaire qui a été adoptée en 2021 en Ontario. Donc nous souscrivons à la définition de plateforme de Bullish et Lafont comme un modèle d'organisation de la médiatisation composé d'une architecture sémiotechnique, d'un ensemble d'opérateurs d'activation et de régulation des activités des usagers usagères comme des contenus proposés et d'un mode de valorisation propre. La plateformisation, pour sa part, ce serait l'adaptation et la subordination des messages véhiculés aux standards et aux modèles des plateformes de médias sociaux, donc définition de Camille Alloin et collaborateurs. Alors, pour nous, pourquoi on dit les gestionnaires de communautés comme des prosumeurs ? Eh bien, en fait, par leurs activités professionnelles, les gestionnaires de communautés sont à la fois producteurs, productrices de contenu, mais aussi consommateurs, consommatrices de contenu. En fait, on s'est posé la question, est-ce qu'on va utiliser le concept d'hyperconnexion, d'hyperconnectivité, de surconnexion ? Dans la littérature, on voit un petit peu un mélange de ces concepts-là. Finalement, nous, on a choisi le concept d'hyperconnexion pour qu'il met l'accent sur la quantité de connexion quasi permanente aux terminaux de communication mobile, donc définition de Carayol. Et donc vraiment l'usage massif et intensif des technologies de communication. Ça fait aussi écho au concept de technostress, en français stress technologique, qui apparaît en 84 sous la plume de Broad, mais surtout c'est un trouble psychologique en fait ressenti par les individus lors de leur interaction à la technologie. Puis plus tard, en 2017, Valenduc va considérer que ça va être l'augmentation de la charge psychosociale liée au travail à partir du moment où les potentialités offertes par les nouveaux outils digitaux se transforment en pression sur le travailleur ou la travailleuse. Donc, face à cette hyperconnexion qui est inhérente à leur métier, finalement à ce technostress, les gestionnaires de communautés peuvent vouloir se déconnecter. Alors, déconnexion, on va faire écho aux travaux de Francis Joret-Guibéry. Il y a 4 types de déconnexion identifiés par Joret-Guibéry. Donc, d'abord, la déconnexion qui serait volontaire, partielle, ponctuelle.
celle qui serait de la connexion professionnelle. Puis il y aurait la déconnexion privée qui serait éphémère, elle. Et puis enfin, la quatrième déconnexion, ce serait comme une porte de sortie face au burn-out. Donc on va s'interroger dans cette recherche quel type de déconnexion, peut-être plusieurs, les gestionnaires de communauté mobilisent pour échapper peut-être ou gérer cette double plateformisation. Donc, sur le plan méthodologique, en fait, les données de la présentation d'aujourd'hui, mais aussi les données de l'article sur lequel la présentation d'aujourd'hui se base, qui est actuellement en processus de révision, proviennent toutes du projet Affect numérique et travailleurs du CLIC, qui est un projet de recherche dirigé par le professeur Camille Allouin et qui découle lui-même d'un projet Savoir financé par le CRSH. C'est un projet qui repose sur une approche en 4 temps. Dans un premier temps, il y a une ethnographie en ligne, des entrevues semi-dirigées, des observations ethnométhodologiques et des groupes de discussion sur la question des travailleurs, des gestionnaires de communautés web. Donc, mais plus spécifiquement, les données qui ont été utilisées pour l'article et la présentation viennent des 33 entrevues semi-dirigées qui ont été réalisées entre 2020 et 2021 avec des gestionnaires de communautés en ligne issus de vraiment différents secteurs d'activité au Québec. Et également des 2 groupes de discussion sur Zoom avec 8 de ces 33 gestionnaires de communautés qui ont eu lieu post-entrevue semi-dirigée, donc qui se déroulaient dans la phase suivante du projet. Oui. Alors, tout d'abord, les résultats de la recherche démontrent que le métier de gestionnaire de communauté se caractérise entre autres par un apprentissage permanent. Qui implique la connexion et l'utilisation d'une multitude de plateformes. Donc, c'est un aspect du métier qui se rapporte notamment à l'évolution constante, imprévisible et relativement hermétique des plateformes avec lesquelles les gestionnaires travaillent au quotidien. Par exemple, l'opacité du fonctionnement des algorithmes, ça crée un impératif de présence sur les médias sociaux afin de comprendre les tendances et les pratiques qui génèrent de l'engagement. Donc, en fait, les plateformes apparaissent comme étant instables et complexes et les gestionnaires doivent tenter de les apprivoiser. Alors, au sujet de l'instabilité des plateformes et de la situation, en fait, il y a une participante qui affirme que les réseaux sociaux, c'est un laboratoire constant de choses à travailler parce que du moment que tu crois maîtriser une plateforme, il y en a une nouvelle qui émerge. Donc, ça met un peu de l'avant à quel point la production de contenu par les gestionnaires est induite par les fonctionnalités et les formats qui sont imposés par les plateformes. Alors, l'apprentissage continuel, c'est pas toutefois reconnu parmi les tâches officielles du métier par les employeurs ou les employeuses. En fait, dans un des groupes de discussion, une participante affirme qu'apprendre sur les évolutions et le fonctionnement des plateformes n'est possible que de temps en temps quand l'horaire le permet. Donc, elle déclare ici, idéalement, il faudrait qu'une partie de notre travail soit dédiée à l'apprentissage, mais on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Une gestionnaire aussi mentionne qu'elle a bénéficié d'une courte formation, donc elle dit peut-être une petite heure pour en apprendre davantage sur les outils logiciels. Donc, il faut mentionner aussi à ce sujet que les réalités sont plutôt variées pour les gestionnaires. Donc, pour certains ou certaines, par exemple, en fonction de la grandeur de leur équipe, ça peut être plus facile de dégager du temps dégager du temps ou d'avoir les ressources nécessaires, en fait, pour apprendre le fonctionnement des plateformes. Pour apprendre sur les plateformes, les gestionnaires ont recours le plus souvent aux plateformes elles-mêmes. Donc, il peut s'agir des ressources que mettent à disposition Facebook ou Instagram sur les meilleures pratiques à faire. Aussi, les gestionnaires se tournent vers leurs pairs qui réalisent le même métier et donc souvent qui sont confrontés aux mêmes enjeux. Ils sont rassemblés souvent autour de groupes en ligne, de forums, de blogs. Donc, les gestionnaires peuvent poser leurs questions, lire les commentaires des autres membres, partager des conseils. Aussi, les gestionnaires suivent ou s'abonnent à des pages semblables à celles de l'organisation dans laquelle il et elle travaillent. L'idée, c'est je cite une participante, de s'abreuver, d'avoir accès au plus de contenu possible.
Donc, il s'agit de voir ce qui se fait ailleurs en lisant en ligne et de regarder ce qui se passe. Donc, c'est une façon d'en apprendre davantage sur les plateformes. Puis, en fait, on comprend que ça apparaît pas comme une activité qui est délimitée vraiment, donc à laquelle les gestionnaires attribueraient un temps précis. C'est plutôt comme un réflexe lié au métier, comme un travail diffus, en fait. Donc, on voit ici comment les gestionnaires doivent être à la fois producteurs et consommateurs des contenus médiatiques pour effectuer leur travail. Donc, finalement, cet apprentissage s'appuie aussi sur l'expérience qui est développée au fil de nombreux essais-erreurs. Un participant affirme « on apprend au fur et à mesure à force de voir ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ». Donc, un autre associe l'expérience au développement d'une intuition, donc d'un gut feeling quant à la performance d'une publication. Donc, on peut ainsi la nécessité d'un apprentissage perpétuel afin de comprendre le fonctionnement des plateformes, puis de suivre leur évolution, en fait, suggère une certaine relation de dépendance face aux plateformes. Donc, la dépendance qu'on a observée sur le plan personnel et organisationnel, donc dans un premier temps, la plateformisation des gestionnaires de communautés passe justement par cette dépendance-là. Puis on a noté à la suite des entretiens et des groupes de discussion une aliénation sur le plan personnel qui vient surtout du fait que les médias sociaux, quand tu gères une page qui est publique, bien, la connexion est directement aussi avec ton compte personnel. Donc, justement, le fait que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement dédiés à un usage commercial, mais sont aussi une source de divertissement et de contact personnel. Donc, cette interdépendance-là entre l'usage personnel et professionnel des plateformes fait en sorte que les gestionnaires sont effectivement des prosumers de ces plateformes-là et que l'intégration holistique des plateformes dans diverses sphères de la vie des gestionnaires de communautés en ligne se ressent sur différents niveaux. Il y a d'ailleurs un des intervenants qui, lors des entrevues, a mentionné que c'est là qu'on revient à l'espèce d'obsession à être toujours dans les médias, c'est-à-dire que le gestionnaire de communauté, par définition, doit vivre dans un univers médiatique étendu, pas nécessairement seulement dans la culture du web, mais dans la culture populaire, puis là, l'actualité politique. Donc, citation d'un des intervenants dans les entrevues. Donc, j'ajouterais aussi à cet aspect qui a été souligné par plusieurs personnes qui ont fait les entrevues et les groupes de discussion, que la démultiplication des écrans, c'est qu'on parle de cellulaire, ordinateur professionnel, ordinateur personnel, montre intelligente, fait aussi en sorte que ça crée une relation avec les tâches du travail qui est pas délimitée par un cadre professionnel clair, puisque ça empiète dans différentes sphères de la vie privée également. Donc, l'interdépendance qui s'opère sur le plan personnel et professionnel crée un impératif de présence qui impose un rythme de travail démesuré pour les professionnels de ce domaine, que certains ont qualifié de zèle, voire même d'obsession. Une autre gestionnaire a aussi fait mention du fear of missing out, le fameux FOMO, pour parler de cet impératif-là de toujours être présent pour ne pas manquer de contenu, pour ne pas manquer de nouvelles tendances. Et ça faisait un peu aussi écho à ce que Valérie disait plus tôt sur la nécessité de toujours apprendre, puisque c'est des milieux qui évoluent très, très, très rapidement. Donc, pour illustrer la dimension de dépendance, il y a un gestionnaire qui a aussi dit les médias sociaux, c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Tu sais, ça ne s'arrête jamais dans le fond. J'ai pas de pression à me connecter sur mes temps de repos non plus. C'est peut-être moi qui me la donne, cette pression-là, tout seul. Donc, cet extrait, on le trouvait important puisqu'il témoigne aussi de ce que plusieurs ont mentionné. Puisqu'il témoigne aussi du fait que plusieurs gestionnaires ont mentionné qui est l'auto-imposition des normes de travail. Comme quoi, les standards d'avoir un travail de toujours être présent sur les plateformes, c'était pas une obligation organisationnelle, c'était pas une pression qui venait vraiment de l'organisation dans laquelle ils travaillaient, mais c'est auto-imposé. Je le fais pour moi, je le fais parce que de toute façon, je suis déjà sur les réseaux sociaux, donc tant qu'à faire, je vais pouvoir aller vérifier les réseaux de mon organisation, mais ça crée, en fait, ça déstructure complètement le cadre du travail, puis ça vient vraiment imposer un rythme qui est excessivement difficile à soutenir. Donc, je vais terminer aussi avec le fait qu'il y a également une dépendance des organisations
c'était moins mentionné, mais il y a également une dépendance des organisations aux plateformes qui fait en sorte qu'ils vont toujours aussi investir de plus en plus dans ces milieux-là, malgré le fait qu'il n'y a pas nécessairement... C'est de moins en moins vrai que c'est réellement possible d'aller rejoindre d'énormes publics. C'est pas nécessairement dans l'article, mais dans les ethnographies en ligne, on avait observé, par exemple, des publications qui vont aller chercher 1 ou 2 réactions, voire aucune réaction à répétition avec des communautés très, très, très restreintes, mais il n'y a pas de questionnement réel sur la pertinence d'investir temps et argent et ressources humaines dans ces milieux-là, ce qui fait en sorte qu'ils sont un peu dépendants, justement, de l'écosystème que les plateformes créent. Oui, c'est ça. Donc la déconnexion, en fait, c'est un point récurrent dans les témoignages des gestionnaires de communautés. Donc en fait, paradoxalement, ces professionnels des plateformes ont une tendance à s'en déconnecter dès que possible. Donc les cordonniers sont mal chaussés, on le sait. Donc on a identifié quelques pratiques dans notre enquête. Donc par exemple, ne pas avoir Facebook ou n'importe quel réseau social, ou bien l'avoir supprimé du téléphone. Alors d'autres vont garder l'application, mais vont segmenter les comptes professionnels et personnels. Il y en aura d'autres qui vont juste choisir de ne pas alimenter le compte personnel pour garder vraiment ça comme une tâche du métier. D'autres vont demander, par exemple, à leurs proches de ne pas les contacter sur les plateformes utilisées dans le cadre du travail, sur d'autres plateformes. D'autres vont, par exemple, supprimer leurs notifications. Ça, c'était très répandu. En tout cas, toutes ces pratiques en exemple, la plupart, en fait, vont toutes demander une certaine discipline personnelle de la part de ces gestionnaires de communauté. Donc, ça peut augmenter un stress, finalement. Et elles sont toutes personnelles et non pas organisationnelles. On a aussi identifié les différentes dimensions de ces tactiques. Donc, il y a les tactiques matérielles, donc ne pas utiliser son téléphone, par exemple, ou bien l'éteindre après le travail, c'est très répandu. D'autres vont rendre leur téléphone invisible à eux-mêmes, elles-mêmes, donc en le cachant, par exemple. Il va y avoir des tactiques aussi avec le temps. On va jouer, donc, par exemple, tout simplement en accord avec l'organisation, si cela est possible, respecter les horaires de bureau. Mais ça suppose qu'elles aient été établies en amont, ce qui n'est pas toujours le cas. Sinon, ça va être traquer soi-même son temps d'écran. Donc, par exemple, parfois sur les smartphones, c'est disponible. Donc, désactiver les notifications, on l'a mentionné. Il va y avoir des tactiques aussi qui sont spatiales, donc à différencier quand même des tactiques matérielles, bien que ce soit lié. Par exemple, un gestionnaire qui nous a raconté que souvent il partait dans des endroits où il n'y avait pas de Wi-Fi pour ne pas pouvoir se connecter. Les tactiques qui vont reposer sur l'organisation, donc tactique organisationnelle, ce serait par exemple annoncer aux gestionnaires ou aux collègues qu'on ne va pas être joignable pendant les congés. Ça peut être aussi relationnel, ne plus suivre les comptes de l'organisation, ne plus avoir de compte personnel, etc. Puis il y a des tactiques qui vont être encore plus extrêmes finalement. Par exemple, donc soit prendre des congés maladie alors qu'on n'est pas malade, mais pour pouvoir vraiment se sentir légitime de décrocher. Ouais, c'est ça. Donc finalement, plusieurs tactiques, et elles démontrent une position critique des gestionnaires des communautés vis-à-vis de l'hyperconnexion et de cette double plateformisation. Il y a une certaine réflexivité sur leurs usages. En tout cas, on a quand même remarqué que, en fait, finalement, cette hyperconnexion, elle ne ressemble pas à celle des cadres, qui est souvent choisie, mais elle va plus ressembler, par exemple, à celle des chauffeurs-chauffeuses Uber, par exemple, ou de VTC. Elle est plus subie parce qu'elle est inhérente au métier même, en fait. Pas possible de travailler sans plateforme, en fait. Donc, on va voir que toutes ces tentatives de déconnexion, ça va apparaître comme des tentatives de contrôle. Donc, on voit un peu la déconnexion partielle évoquée par Jorge Guiberi. Ça, c'est quand les moyens organisationnels sont là pour pouvoir se déconnecter, mais souvent, quand ça va être des tactiques quand même plus extrêmes, comme celle de poser des jours de congé, là, ça va plus être une fuite vis-à-vis du burn-out, par exemple. On voit aussi que, comme l'a mentionné Valérie, qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs dans ce métier. Donc les tactiques, elles aussi, elles s'affinent avec le temps par essais-erreurs. En tout cas, les réalités des gestionnaires de communautés sont extrêmement variées. Et finalement, l'un des grands résultats, c'est que si certaines gestionnaires peuvent avoir de réelles stratégies, quand il y a un support organisationnel qui le permet, dépendamment du secteur, en fait, pour les autres qui ne vont pas avoir des horaires de connexion, par exemple, ou qui vont avoir d'autres paramètres personnels, eh bien, ça va plus ressembler à des petites tactiques par-ci par-là, donc petite allusion de Certeau. Et là, on verra que la plateformisation, cette double plateformisation, elle apparaît comme un miroir grossissant des dynamiques de pouvoir qui sont déjà en place. Oui, alors,
En conclusion, l'hyperconnexion apparaît difficilement contournable, en fait en raison des exigences d'apprentissage continuel, la multitude des outils nécessaires à la réalisation des tâches, puis aussi par rapport à la nature même du métier de gestionnaire. Les gestionnaires sont ainsi confrontés à une tension constante entre dépendance et résistance aux plateformes. Comme l'affirmait Claire, en fait, si le support organisationnel varie en fonction des secteurs, les gestionnaires ne vivent pas l'hyperconnexion et le technostress de la même façon selon, par exemple, leur âge ou leur situation familiale. Les femmes, les personnes racisées ou faisant partie d'une minorité sexuelle sont plus susceptibles aussi de vivre du harcèlement ou des insultes de la part des communautés, ce qui aggrave évidemment le stress vécu. Donc, c'est important aussi de considérer le travail émotionnel numérique qui joue évidemment sur le besoin de déconnexion. Merci pour votre attention. Merci pour votre parfaite gestion du timing, pour le coup. Et donc, on va pouvoir prendre une ou deux questions, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Oui. C'est cool qu'elle ait pu nous indiquer le temps. C'est un petit peu déstabilisé, mais ah ouais, c'est vrai. Ça a bien été, je pense. Je pense que j'ai coupé une part. Je t'ai juste coupé. Ah ouais, ok. Oui, c'est ça, je t'ai fait un petit coucou. Parce que je savais pas que t'en étais. C'est genre, ouais, c'est ça. Mais quand j'ai vu 5 minutes, j'ai coupé. Je me suis dit, je pense que si on avait fait une minute de plus, ça aurait Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez mentionné au tout début de votre présentation qu'il y avait des initiatives législatives ou de règlements provenant de la France, par exemple, qu'il y avait d'autres stratégies pour prévenir ces situations-là. Donc, moi, ça m'interpelle beaucoup votre sujet. Si vous avez... je connais pas du tout comment ça se passe en France ou dans d'autres provinces. Donc, si vous pouvez nous en dire plus, puis vous nous partager votre opinion sur cette importance aussi législative qui est un peu plus haute que même l'organisation. Merci. Oui, merci pour cette question. En fait, le droit à la déconnexion, c'est la France, le premier pays qui l'a mis en place. Donc, dans la loi El Khomri, loi du travail en 2016, c'était intégré au Code du travail en 2017. Mais donc ça signifie en fait qu'on peut se déconnecter après tel horaire. Après, ça a été amendé en 2020, il me semble, pendant la pandémie, pour prendre en compte le contexte de télétravail. En revanche, petit problème de cette loi, c'est qu'il n'est pas prévu de sanction quand elle n'est pas respectée. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas vraiment respectée. Mais en tout cas, elle a le mérite d'avoir mis le sujet, le débat à l'ordre du jour. Ça a été suivi dans plusieurs pays, donc je ne sais plus exactement combien il y a de pays aujourd'hui, mais quand même une quinzaine de pays, notamment européens. Je crois que l'Espagne, la Belgique, etc. ont vraiment suivi. Il y a eu des tentatives de sanctions dans d'autres pays. Alors, je n'ai pas le détail en tête, mais en gros, c'est quand même un débat de plus en plus présent. Au Canada, la loi elle a été adoptée en Ontario en 2021. Elle est un petit peu différente de ce qui se fait en France parce que je crois qu'il n'y a pas de sanction non plus. Mais elle me semble un peu plus précise. Et en revanche, au Québec, ça n'a pas été adopté. Elle a été portée en débat. Mais elle n'a toujours pas été... Mais en tout cas, ça reste dans les débats. Après, quand même, entre le droit français et le droit du travail au Québec, il y a quand même une grosse différence. C'est qu'au Québec, on fonctionne beaucoup plus à l'heure. Et l'heure supplémentaire est davantage payée. Par contre, elle est aussi également plus mesurée. On voit beaucoup plus de fiches de temps, par exemple, au Québec. Des contrats de travail de 40 heures, de 37 heures et demie, peu importe. Mais généralement, les gens font vraiment l'horaire. Je travaille de 9 à 5, de 8 à 4, et puis après, j'arrête. En France, surtout quand on est un cadre, on travaille à la journée, mais on a un peu des jours de congés qu'on appelle les RTT qu'on va récupérer après. Mais par contre, la limite temporelle au sein d'une même journée est beaucoup plus floue. Donc, c'est des cultures de travail différentes. Bien sûr, les questions de connexion, déconnexion, ne se posent pas dans les mêmes termes dans des contextes de travail différents. Je ferais peut-être juste une petite parenthèse aussi, spécifiquement par rapport aux gestionnaires de communauté.
il y a aussi cette notion-là que, étant donné que c'est comme auto-imposé, les travailleurs et les travailleuses ne vont pas nécessairement le considérer comme des heures supplémentaires. Par exemple, quand ils vont aller se mettre à l'affût des tendances, ben ça va être parfois considéré vraiment comme du temps personnel. Je serai de toute façon sur les réseaux, fait que c'est pas nécessairement considéré comme une formation ou de la recherche pour le travail. Puis, il y avait notamment une gestionnaire qui, elle, travaillait notamment sur la modération, qui avait mentionné aussi la notion de, bien, c'est plus important pour moi de répondre rapidement parce que ça fait en sorte que la situation ne dégénère pas. Fait que j'aime mieux faire un 10 minutes le soir avant d'aller me coucher que régler une situation qui va prendre 2 heures le matin. Fait que, tu sais, il y a une espèce aussi, il y a une déstructuration aussi, justement, des besoins puis des tâches qui sont pas nécessairement fixes dans le temps. Fait qu'il y a des enjeux aussi qui sont spécifiques, bien, je pense, là, qui sont spécifiques à ce métier-là, à cette profession-là, qui doivent être adressés de manière différente, puisque c'est un rythme de travail qui est différent d'un salarié, par exemple 9 à 5, de bureau plus traditionnel aussi. Étudiant au doctorat aussi, je pense qu'il y a des parallèles à faire, c'est ça. C'est ça. On est tous ici un samedi. Merci.